Bonjour Binta, je vous remercie de l'invitation. Je salue tous les auditeurs de la RFM. Je voudrais également saluer le professeur Djiby Diakhaté qui partage donc ce débat avec moi. Nous recevons bien entendu, comme vous l'avez dit, le professeur Djiby Diakhaté, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Djiby Diakhaté d'être là. Merci Binta, bonjour. Je voudrais vous saluer tous les travailleurs et les auditeurs de la RFM, rendre hommage à mon ami Seydi Gassama pour le travail important qu'il est en train d'abattre dans le pays et dans le monde de façon générale. Merci pour l'invitation. Alors, l'actualité marquée par l'affaire du commissaire Sangaré qui défraie la chronique, quelle est votre lecture par rapport à ce dossier, Seydi Gassama? Alors, la lecture que j'ai faite en tant que responsable d'une organisation de droits humains qui travaille dans ce pays depuis très longtemps, c'est que ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas un fait rare au Sénégal. Ce type d'abus, malheureusement, beaucoup de nos concitoyens en sont confrontés tout le temps. Ici à Dakar, dans les régions, parfois très loin des caméras de surveillance et des téléphones portables. Et ces abus, malheureusement, sont très loin de prendre fin. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui a été faite, aussi bien à l'école de police. Je crois que la hiérarchie, depuis maintenant quelques années, ou depuis plusieurs années, a introduit des modules de droits humains, des modules sur le respect des citoyens dans les écoles de formation. Malheureusement, dans la pratique, cela ne semble pas toujours être reflété dans le comportement des agents. Donc il faut continuer à sensibiliser, il faut que la hiérarchie, lorsque des événements comme ça se produisent, envoie un message clair que ce n'est pas acceptable et que lorsque cela se produit, que les sanctions prévues par la loi puissent être prises. Que l'on soit commissaire ou simple policier, lorsqu'on commet des actes de ce genre, il faut que les sanctions tombent. Dans ce que nous avons vu en tout cas, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a un abus de pouvoir. Le seul fait que le commissaire ait appelé, n'est-ce pas, la force publique pour venir arrêter ce docteur dans la pharmacie est un abus de pouvoir. Il était là comme un simple client. S'il y a des problèmes, il doit pouvoir porter plainte contre le pharmacien. Il n'a pas à prendre son téléphone, appeler ces éléments au commissariat pour que cette personne soit arrêtée manu militari. C'est un abus et je ne vois pas comment on peut lui trouver des excuses pour cet abus qu'il a commis. C'est inacceptable dans un État démocratique, c'est inacceptable dans un État de droit. Le commissaire de police est un agent de l'application des lois. Il n'est pas au-dessus de la loi. Et le docteur en pharmacie lui a dit ce que la loi prévoyait en matière de vente des médicaments. Et son devoir, c'est de se soumettre à la loi et non pas d'user de son statut pour que, évidemment, le pharmacien puisse enfreindre à la loi pour le servir. Alors, Seydi Gassama a lâché le mot. Les abus de pouvoir, on en trouve un peu partout dans notre cher Sénégal. Djiby Diakhaté, est-ce que cette affaire du commissaire Sangaré des Parcelles Assainies n'est que la partie visible de l'iceberg par rapport aux excès dans ce pays? Oui, merci. Il y a peut-être deux aspects sur lesquels je voudrais mettre l'accent. Le premier accès, c'est de façon générale dans notre pays, on peut noter effectivement que les contre-pouvoirs ne fonctionnent pas suffisamment. Or, quand on veut avoir une république, quand on veut avoir une démocratie, on a besoin de pouvoir, mais on a besoin aussi de contre-pouvoirs. C'est pour éviter les dérapages. Dans l'esprit des lois, Montesquieu pose l'hypothèse que tout homme qui possède un pouvoir est naturellement tenté d'en abuser. Et pour éviter les abus de pouvoir qui sont inhérents à la nature humaine, il faut qu'il y ait un dispositif de contre-pouvoir qui fonctionne convenablement et qui permet d'établir des équilibres. Alors donc, de ce point de vue-là, on peut considérer qu'on a toujours besoin, et même si on fait des efforts, on a toujours besoin de les améliorer. Il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. La démocratie, ce n'est jamais un acquis définitivement établi. Ça, il faut aussi bien le comprendre. Même quand on a des acquis, il faut continuer à travailler. On a toujours besoin de perfectionner, d'améliorer pour nous assurer que les espaces de liberté sont protégés de la façon la plus sacrée, à la limite qui soit. Donc ça me semble un élément important. Deuxième élément qui me semble important, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, quelles leçons il faut tirer de cette affaire. Je crois que nous avons un pharmacien qui, dans l'exercice de sa mission, dans l'exercice de sa profession, a voulu respecter scrupuleusement les règles qui organisent l'exercice de cette profession-là.
il y a des médicaments dont la vente est assujettie à la présentation d'une ordonnance. Je crois qu'il a voulu respecter et faire respecter ce principe, c'est un élément important. Autre élément qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui a usé de sa position pour réparer un problème à partir, à la limite, d'une justice privée. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise la puissance publique pour régler un problème privé. Ça, quand même, c'est un problème et il faut le déplorer. Un autre aspect qui me semble important, et ça, c'est en termes de suivi, c'est que le monsieur qui s'est présenté pour acheter un médicament, je ne l'appelle pas commissaire, c'est un monsieur, c'est un client. Je crois que c'est important. Max Weber considère que la bureaucratie ne connaît pas des personnes, elle ne connaît pas des personnes, elle ne connaît que des fonctions. Dans le cas d'espèce, c'est quelqu'un qui s'est présenté à la pharmacie, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il a un malade. Donc, dans une certaine mesure, quelqu'un qui peut être perturbé. Je crois que ça, quand même, ça peut être une circonstance atténuante. Quelqu'un qui est malade, qui était peut-être dans l'urgence, ou qui vient pour un malade qui était dans une situation urgente. Mais dans tous les cas, je crois que le fait d'être à un certain niveau de la hiérarchie policière ordonnait un certain type de comportement. Je dis toujours que la tenue doit conduire à la retenue. La tenue, elle doit conduire à la retenue. Dès qu'on a la tenue, dès qu'on a une certaine posture, dès qu'on est dépositaire d'une certaine puissance publique, on est astreint à un certain type de comportement. Et je crois qu'à ce niveau-là aussi, comme Seydi l'a dit, il y a un travail à faire qui est en train d'être fait, mais qu'il faut toujours continuer à renforcer. Parce que l'objectif, c'est d'établir, d'être dans un pays où les libertés sont véritablement protégées. Parce que ça aussi, c'est un indice excessivement important de développement, de bien-être et de progrès. En tout cas, les écarts prennent des proportions dangereuses, Seydi Gassama, dans ce Sénégal. On a vu ce qui s'est passé d'ailleurs à Thiès. Là aussi, on parlerait de bavure policière. Oui, ce sont des événements troublants que nous avons donc appris ce matin. Et nous, notre premier devoir en de pareilles circonstances, c'est de demander à ce qu'une enquête soit ouverte. Et je crois que le procureur près du tribunal de grande instance de Thiès devrait donc ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ces événements. S'il s'avère que la responsabilité de la police est mise en cause, et bien entendu, il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires contre ces agents de police. En tout état de cause, de tels événements impliquant la police contribuent à créer un fossé entre la police et les citoyens. Et ce fossé, malheureusement, n'aide pas la police dans son travail. Parce que pour que la police soit efficace, que ce soit dans la lutte contre la criminalité, contre la drogue et même contre le terrorisme, la police a besoin que les citoyens collaborent. Pour que les citoyens collaborent, il faut qu'ils aient confiance en la police, qu'elle ne soit pas perçue comme une police qui persécute, comme une police qui exerce des brimades. Donc il est important aujourd'hui que des initiatives soient prises, d'abord pour faire en sorte que les comportements des gens d'exécution des lois soit évidemment en adéquation avec les droits et libertés. Mais aussi faire en sorte... Quelles sont les initiatives qui doivent être prises justement pour réconcilier la police avec les citoyens? Oui, je crois qu'il faut qu'on soit imaginatif. Dire voilà, nous avons mis des modules de formation à l'école de police, de la gendarmerie, sur les droits humains, c'est important. Mais le problème, c'est les rapports entre la police et les citoyens. Je le dis souvent, dans beaucoup de quartiers de Dakar, lorsque la police arrive dans un quartier, c'est parce qu'il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Ils viennent pour arrêter une personne, pour réprimer une manifestation. Cela ne devrait pas être la mission unique de la police. La police doit être perçue par les citoyens comme participant à sa sécurisation. Il faut qu'on soit habitué à voir la police lorsqu'il ne se passe rien du tout. Il faut que les citoyens dans les quartiers et dans les villages aient l'habitude de voir le policier et les gendarmes lorsqu'il ne se passe rien, et qu'ils les perçoivent comme des gens qui sont là pour les sécuriser. Il faut que les commissariats également ne soient pas des lieux où on arrive avec la crainte au ventre d'être mal reçu, d'être réprimé. Cette perception également doit être changée. Et je le dis souvent, il faut qu'on arrive à des zones portes ouvertes au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie, où on demande aux citoyens, surtout aux jeunes, de venir, de rencontrer dans une atmosphère bon enfant les commissaires, les
différents éléments de la police, discuter, parler des problèmes, briser la glace qu'il y a entre policiers et citoyens dans leur zone de compétences. Tout cela pour contribuer justement à améliorer cette image-là et faire en sorte que la violence puisse évidemment sortir de ces relations qui, dans tous les cas, devraient être des relations cordiales, fraternelles, des relations de collaboration, de partenariat. Parce que, comme je l'ai dit, la police ne peut pas faire son travail sans les citoyens. Mais justement, Djiby Diakhaté, quelle explication sociologique on va donner à ces cas d'abus de pouvoir, ces cas d'excès de zèle? Alors, il faut voir. Ça prend des proportions quand même. Vous avez parfaitement raison. Il y a quand même des cas qui sont plus ou moins préoccupants. Mais il faut noter que pour beaucoup de nos institutions, nous n'avons pas établi les ruptures après la période coloniale pour avoir une image qui réponde à notre identité. En réalité, nous avons des forces de l'ordre, nous avons une police, une gendarmerie héritière de la colonisation. Donc, et pendant la période coloniale, tout le monde savait que la police qui existait était essentiellement orientée vers la répression. Alors on a fait changer à la police sa mission. Quand vous regardez bien la police, dans la mission, il y a la communication, il y a l'éducation, il y a la prévention, il y a la dissuasion. Et la répression n'intervient qu'en dernier lieu. Mais est-ce que dans les faits et dans les actes qui sont posés, des fois, il n'y a pas un non-respect de cet ordonnancement qui a été établi? C'est une question qu'il faut se poser. Ce que je veux dire, c'est que simplement que pour beaucoup de structures, que ce soit l'école, que ce soit les espaces de santé, que ce soit les cours de justice, etc., on a continué à fonctionner avec un réflexe plus ou moins colonial. Donc, les ruptures qui devraient être établies de façon systématique pour avoir des institutions qui nous réconcilient avec nous-mêmes, je crois que ces ruptures n'ont pas été suffisamment établies et donc ça pose un problème. Un autre aspect qui me semble important, c'est qu'en réalité, nous sommes dans des sociétés où l'ego atteint des proportions de plus en plus élevées, où chacun veut montrer que voilà là où j'en suis. Que des fois, qu'on a besoin de montrer qu'on est le juge, qu'on a besoin de montrer qu'on est le procureur, qu'on a besoin de montrer qu'on est le commissaire, qu'on est le commandant, que je ne suis pas n'importe qui. En fait, et ça pose problème, cette lutte à mort des consciences pour la reconnaissance. Absolument. Chacun veut être reconnu comme un élément important. Quelqu'un qui s'appelle Alfred Adler a montré que chez tous les hommes, il y a ce complexe-là qui fonctionne, ce qu'il appelle le complexe d'infériorité et la volonté de puissance. Jean-Claude Fillou résume ainsi la théorie de Adler. Il dit: tout homme connaît ses points faibles, de façon affective, intime. Et de là dépend son style de vie, dont l'objet est de masquer son infériorité, en donnant satisfaction d'une manière ou d'une autre à la volonté de puissance. Style de vie imprégné en conséquence d'un but inconscient de supériorité. On veut montrer qu'on est supérieur, on veut montrer qu'on est important, qu'on n'est pas n'importe qui. Et ça pose des problèmes parce que finalement... C'est quand même de la faiblesse. Mais justement, on finit par tordre le cou aux principes, on finit par tordre le cou aux règles et par mettre en avant son ego. Et ça pose problème parce que ça montre évidemment que si nous voulons vivre ensemble, il faut nécessairement que nous fassions taire des fois nos égos et que nous mettions en avant les règles et les principes qui organisent notre vie en groupe. Lorsque ces règles et ces principes sont fragilisés et lorsque l'ego est mis en avant, la vie en communauté est plus ou moins compromise. Donc il faut que... Et ça demande un travail d'éducation, ça demande un travail de sensibilisation, d'accompagnement et à tous les niveaux. Je veux dire, au niveau des partis politiques, au niveau des associations, au niveau des ONG, au niveau des lieux de travail, etc. Est-ce que nous savons organiser notre vie en communauté autour de principes, autour de valeurs, autour de chartes de valeurs? Et à partir de quoi nous nous disons que je m'interdis de faire certaines choses, je m'interdis de dire certaines choses au nom des principes et des règles qui régissent notre vie en communauté, en évitant de trop mettre en avant mon ego. Or, malheureusement, ce qui se passe dans cette société, c'est que c'est le marabout, c'est le procureur, c'est le juge, c'est le colonel, c'est le général, mais alors, et le menuisier, et le paysan, et le journaliste, et l'enseignant, et l'infirmier, et etc. Est-ce qu'ils ne font pas partie de la communauté? Est-ce qu'ils ne doivent pas bénéficier exactement des mêmes prérogatives que les autres? À ce niveau-là, je crois qu'il y a des ruptures paradigmatiques à faire parce que nous avons des faiblesses. Mais est-ce que ces ruptures sont possibles, Seydi Gassama? Oui, je pense que ces ruptures sont possibles. Il faut d'abord, en ce qui concerne l'État et ses agents, une véritable volonté politique pour opérer ces ruptures. Malheureusement, la volonté politique n'est pas toujours là.
Comme j'ai dit, en matière de sensibilisation, en matière de formation, nous en sommes témoins. Beaucoup d'efforts ont été faits pour que les agents d'exécution des lois soient bien formés au respect des droits et libertés. Mais si en même temps l'autorité qui doit autoriser les manifestations les interdit et demande aux policiers de réprimer ceux qui manifestent, du coup, vous formez des agents à respecter les droits et libertés, mais en même temps vous leur donnez évidemment l'autorisation de réprimer, de taper sur les citoyens. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que vous formez des agents à respecter les droits des citoyens, mais lorsqu'il y a une dérive, vous faites tout pour ne pas sanctionner l'agent qui a commis ces dérives. Cela pose problème. Et ces problèmes, malheureusement, s'accumulent depuis quelques années. Lorsque un garde des Sceaux vous dit écoutez, vous voulez que nous réprimons les policiers, que nous les emprisonnons, nous allons les démoraliser, c'est eux qui luttent contre le terrorisme. Moi, je me dis, il ne comprend rien, ce monsieur. Parce que la meilleure manière de lutter contre le terrorisme dans une société, c'est de respecter les droits et les libertés des citoyens. C'est en cela que vous pouvez créer les conditions d'une paix au sein de votre société. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'au niveau de notre société également, il y ait ces ruptures. Même dans notre comportement familial, qu'il y ait des ruptures par rapport à nos enfants, par rapport à nos conjoints. Il faut qu'il y ait des ruptures dans ce type de comportement. Malheureusement, on a partout des seigneurs. Dans les familles, on a des seigneurs. Dans les daïras et les daras, on a des seigneurs. Partout, c'est des seigneurs. Et chacun veut montrer qu'il est puissant, qu'il est fort et qu'il peut nuire à l'autre si, évidemment, il se sent offensé. Et cela, je pense que c'est le grand défi qui se pose à notre société. Mais évidemment, avec la jeune génération, il y a vraiment lieu d'avoir espoir. Parce que les réseaux sociaux sont en train de déconstruire tout ça. Aujourd'hui, les comportements arrogants, les abus de pouvoir, aujourd'hui, ne passent plus grâce aux réseaux sociaux. Mais justement, est-ce que ces abus de pouvoir d'Ibi Diakhaté n'ont pas conduit aux arrestations des activistes comme Guy Marius Sagna de Frappe Dégage et de Adama Gaye? Oui, je crois qu'aujourd'hui, la démocratie ne peut plus aller de pair avec certains délits. Délits d'opinion, délits parce qu'on a marché, parce qu'on a donné son point de vue, etc. La démocratie aussi, c'est l'acceptation de la différence. En partant du principe que la différence m'enrichit. J'ai même besoin de la différence. J'ai besoin de contre-pouvoir, j'ai besoin de son de cloche qui ne va pas dans le même sens, moi, que mes points de vue, que mes idéaux, parce que je peux me tromper. C'est ça aussi le sens de la démocratie, c'est faire des ajustements, mettre en place un système interne d'autorégulation où j'accepte le point de vue contraire, le point de vue opposé au mien. Ce qui fait la beauté d'un tapis, dit Amadou Hampâté-Bâ, c'est la variété de ses couleurs. Donc, lorsque finalement on s'agrippe à ces types de délits, délits d'opinion, délits de point de vue, délits de conception, délits d'appartenance à une formation, à une organisation, ça pose problème dans une vraie démocratie. Mais est-ce qu'insulter est un délit? Justement, maintenant, il faut qu'on respecte un certain nombre de règles. Absolument. Donc, il faut qu'on respecte un certain nombre de règles et il faut appeler les uns et les autres aussi à la retenue. Ça veut dire qu'au fond, et c'est ça aussi le danger, lorsqu'on interdit tout, le risque, c'est de voir justement des formes d'explosion dans les réseaux sociaux, des formes d'insultes, des formes d'injures, parce qu'on ne favorise pas le débat autour des doctrines et des idées divergentes. C'est cela en fait. Donc c'est pourquoi dans une démocratie véritable, on a besoin de débats. Et ces débats, et on a besoin de permettre aux uns et aux autres de manifester. Lorsque je ne suis pas d'accord, je dois avoir la possibilité de dire que je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on me dit, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. Pas de marche, pas d'expression, rien du tout. Même au niveau des médias publics, vous n'avez pas accès. Il y a un problème. C'est-à-dire que vous bouchez tous les canaux de communication et le risque, c'est de voir des cas d'explosion. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, permettre aux gens d'exprimer leur point de vue, d'exprimer leur mécontentement, mais aussi que cela se fasse
dans le respect des règles. Parce qu'encore une fois, ce qui nous permet de commercer, ce qui nous permet d'échanger, ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est qu'il y a un corpus de principes, un corpus de valeurs, un corpus de règles auxquelles nous sommes tous assujettis. Lorsque nous ne respectons pas ces règles-là, c'est clair que ça conduit à des dérapages. Oui, ce qui veut dire que ce qui est valable ailleurs ne l'est pas certainement chez nous. Nous avons quand même entendu le garde des Sceaux dire qu'il a pris ses responsabilités dans ces affaires-là et qu'il ne laissera plus personne insulter nos institutions. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Personne ne doit se donner le droit d'insulter une autre personne, que ce soit le président de la République ou le simple citoyen. Personne n'a le droit d'insulter une autre personne. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, si je veux revenir un peu à la question des activistes, je voudrais simplement dire qu'il faut que les gens comprennent que la liberté d'expression, la liberté de manifester sont au centre même d'un État démocratique. Ce sont ces libertés qui permettent aux gens, aux autorités d'entendre leurs administrés, de savoir quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qui va dans le pays et qu'est-ce qui ne va pas dans le pays. Lorsqu'on étouffe ces libertés, il n'y a plus d'État démocratique, il y a un État autocratique qui est là. Donc, il faut que le gouvernement respecte ces deux droits, liberté d'expression, liberté de manifester. Il faut qu'on comprenne également que si la Constitution, si les traités internationaux protègent la liberté d'expression, c'est parce qu'on sait que dans un État démocratique, elle peut faire l'objet de dérapages, de dérives. Et que ces dérives-là doivent être traitées sans excès. Sans excès. Et de ce point de vue, vous avez parlé de règles communes. Quand on parle de règles communes, évidemment, vous avez des règles religieuses, vous avez des règles morales, coutumières, etc. Mais nous, en tant qu'ONG des droits humains, les règles communes auxquelles tous les États sont assujettis, c'est le droit international. Quelles sont les règles auxquelles l'État du Sénégal a souscrit? L'État du Sénégal a quand même souscrit à tous les traités au niveau africain, à tous les traités au niveau international. Tous ces traités, et dans tous les pays du monde, diffamer, injurier, c'est un délit. C'est le traitement maintenant de ces délits qui diffère dans un État démocratique et dans un État qui n'est pas démocratique. Dans un État démocratique, on n'envoie plus les gens en prison pour des délits d'injure, pour les délits de diffamation. On les envoie où? On leur applique des sanctions pécuniaires. Et je le disais tout à l'heure, de ce point de vue, tous les experts des Nations Unies, que ce soit le Comité des droits de l'homme ou les experts indépendants, que ce soit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, toutes ces instances-là ont rendu, pour la Cour africaine, elle a rendu un arrêt en 2013 dans une affaire qui opposait un journaliste burkinabé au procureur général du Burkina. Elle a rendu un arrêt qui dit clairement que les sanctions privatives de liberté, autrement dit les peines d'emprisonnement, étaient disproportionnées pour les délits de diffamation et d'injure publique. Que les sanctions pécuniaires raisonnables suffisaient largement à punir de tels délits. Et c'est pour cela que j'ai dit souvent que si les avocats de Adama Gaye saisissent aujourd'hui la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Sénégal sera condamné. Parce qu'il y a cette jurisprudence qui est là, de la Cour africaine, qui a dit clairement à un État qu'elle devait supprimer les peines privatives de liberté pour des délits liés à l'honorabilité des personnalités publiques. Elle ne dit pas que ces délits doivent être supprimés, et dit que les peines privatives de liberté étaient disproportionnées, qu'il fallait les remplacer par des peines, par des amendes raisonnables. Comme souvent certains de ces délits sont commis à travers les médias et que les médias sont poursuivis en même temps, éviter que ce soit des peines excessives qui ruinent les médias ou qui puissent évidemment... il y a l'article 80 qui est là et l'article 254 voilà, qui n'épargne personne. Voilà, l'article 80 maintenant, comme je dis, c'est un article fourre-tout qui avait été beaucoup utilisé. Les gens connaissent beaucoup cet article parce qu'il a été utilisé abusivement par le régime d'Abdou Diouf dans les années 80 et 90 pour réprimer les manifestations du PDS. C'est un article qui punit à la fois les atteintes à la sécurité de l'État, les troubles à l'ordre public. Offense au chef de l'État. Offense au chef de l'État, c'est l'article 254. Oui. Et d'ailleurs, on confond très souvent, on met souvent le délit d'offense au chef de l'État dans l'article 80, c'est deux articles totalement différents. Ce que nous voulons dire, c'est que, en ce qui concerne l'article 80, si vous prenez par exemple le cas d'Adama Gaye, moi je ne sais pas comment on peut lui appliquer l'article 80.
On peut l'accuser de défense au chef de l'État, d'injure au chef de l'État, mais on ne peut pas considérer que les posts qu'elle a fait sur Facebook étaient des posts subversifs qui peuvent créer des troubles à l'ordre public, qui peuvent porter atteinte à la sécurité de l'État. Donc il faut être raisonnable. Donc il peut être poursuivi pour les délits de défense du chef de l'État, qui, je le dis d'ailleurs, n'existe plus dans beaucoup de pays. Vous savez bien qu'en France, à la suite de l'accrochage entre Sarkozy et un citoyen lors d'une foire agricole, la Cour européenne des droits de l'homme avait clairement demandé à l'État français d'abroger ces délits, qui est un héritage de Napoléon Bonaparte et qui ne correspond plus aujourd'hui aux exigences d'un État démocratique. Dans une démocratie, on ne doit pas tailler un délit sur mesure pour un président, comme s'il était roi, détenteur de pouvoir absolu, de pouvoir divin. Le président doit pouvoir, dans un État démocratique, comme tous les citoyens, s'il est diffamé, s'il est injurié, de demander à son avocat de porter plainte. Mais on n'a pas à lui tailler un délit qui, chaque fois qu'un citoyen est présumé l'avoir commis, on vous arrête, on vous emmène en prison. On ne vous laisse même pas chez vous pour que vous puissiez comparaître libre. On va tout de suite vous cueillir, on vous met en prison. C'est des abus. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Sénégal veut être une démocratie majeure, on doit revoir tous ces délits-là et faire en sorte que les sanctions qui, évidemment, les punissent soient des sanctions proportionnées qui ne remplissent pas les prisons. En tout cas, ces activistes Djiby Diakhaté ou même ces lanceurs d'alerte sont considérés chez nous comme des insulteurs publics. Et c'est dans ce même Sénégal quand même qu'on a vu que des ex-insulteurs publics ont été justement promus, nommés directeur général ou ministre. Ministre, oui. Oui, c'est en fait l'exemplarité. J'ai été invité par des enfants d'une école primaire qui organisaient leur activité culturelle et un jeune qui fait la classe de CE2 m'a dit « Monsieur le professeur, je voudrais vous poser une question. » Je lui ai dit « Allez-y ». Il me dit que notre instituteur nous demande d'être juste, d'être correct, de ne pas mentir, de ne pas prendre les biens d'autrui. C'est tout ce qu'il nous enseigne, de ne jamais dire du mal des autres. Et l'enfant me dit « Je crois que notre instituteur nous trompe parce que nous avons constaté que c'est tous ceux qui font le contraire de ces principes qu'il cherche à installer chez nous. Ce sont ces gens-là qui réussissent et qui signifient quelque chose dans ce pays. » Un enfant de CE2. Absolument. Je dis quand même qu'il y a un problème. Quels sont les modèles que nous voulons offrir à nos jeunes? Je crois que c'est important à ce niveau-là. Je crois pas, tantôt je parlais de pédagogie. Je crois que c'est important pour l'exemple dans le casting de tenir compte de ces préoccupations qui sont importantes. Je crois que c'est très important que pour un homme public d'avoir un type de comportement. On est des humains quand même, hein. Mais en public, d'avoir des comportements qui ne transigent pas avec certaines valeurs et certaines règles. Je crois que c'est un élément excessivement important. Et après, il faut continuer à faire ce travail d'éducation de masse et d'éducation aux médias et au numérique. C'est un sérieux souci actuellement dans notre pays. Ce qui se passe dans l'espace digital, des fois, n'est pas toujours en conformité avec les valeurs, avec les principes qui organisent notre vie en communauté. Insulter n'est pas bon. Dire du mal de quelqu'un qui n'est fondé sur rien du tout n'est pas bon. Je crois que nous pouvons échanger, mais sur la base de valeurs et de principes. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec Seydi, surtout avec Seydi, mais on peut le dire en homme civilisé, en respectant les règles, exprimer mon désaccord, et que lui aussi exprime son point de vue. Mais je crois qu'on en est arrivé à un niveau où on considère que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut l'insulter. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut l'offenser. Et ça, qu'est-ce qu'il explique? Les gens deviennent de plus en plus violents par le verbe. Il me semble qu'il y a toute une éducation. J'ai parlé tantôt des modèles. Quels sont les modèles que l'on veut donner aux jeunes? Malheureusement, regardez ce qui se passe des fois au niveau de l'Assemblée nationale. C'est des insultes. C'est des gens qui se donnent dans le corps à corps. C'est quelqu'un qui doit prendre la parole normalement et à qui on interdit de prendre la parole. C'est quelqu'un qui doit s'adresser à un public et le public s'en va. Il y a quand même un problème. Moi, je dis, mais quel modèle on est en train de... Un député qui prend la parole au niveau de l'Assemblée nationale pour parler à ses pairs députés qui sortent de l'hémicycle et qui disent que nous n'allons pas l'écouter. Il y a quand même un problème. Je veux dire que quels sont les modèles à partir du centre que l'on veut donner à nos jeunes. Et on a l'impression évidemment qu'à ce niveau-là, que ceux qui font le plus dans l'outrecuidance, qui font dans l'exagération, qui font dans l'emphase, ces contre-modèles sont promus. Il y a un problème. Maintenant, il faudra que dans nos familles, que dans nos associations, que dans nos organisations, que partout, dans nos médias,
qu'on travaille à faire prévaloir ces règles-là, que les valeurs, les principes, les personnes qui incarnent ces valeurs-là soient promues et partout à travers nos productions de tous les jours. Les médias aussi, de ce point de vue-là, aussi sont interpellés. Absolument. Les contenus des médias, les productions, etc., toutes ces choses-là doivent être en phase avec les valeurs que nous cherchons à défendre, que nous cherchons à promouvoir. Malheureusement, évidemment, vous avez raison de le souligner, c'est important. On en est arrivé à un niveau où, comme disait Ousmane Sembène dans le mandat, ça date, hein. Ousmane Sembène disait que l'honnêteté est devenue un délit de nos jours. Il y a un problème quand il écrivait le mandat et qu'il disait que l'honnêteté est devenue un délit. Alors c'est comme si on en est arrivé à une situation où les contre-valeurs se positionnent en valeur et que ceux-là qui sont porteurs des vraies valeurs sont plus ou moins exclus et considérés comme des dangers. Alors justement, est-ce qu'avec ce qui arrive à Guy Marius Sagna qui a été relâché provisoirement, Adama Gaye qui a été envoyé en prison, ce n'est pas une façon, c'est dégassement pour les pouvoirs publics de faire peur aux citoyens qui ont envie de s'approprier la parole? Oh, je crois que oui, mais je voudrais d'abord dire que dans tout État démocratique, on a besoin d'une société civile, on a besoin d'activistes. C'est même une valeur ajoutée dans une démocratie. Le Sénégal est aujourd'hui dans une situation à laquelle personne ne pensait peut-être il y a 10 ou 15 ans. On était un pays aurifère. Aujourd'hui, on est un pays qui a du pétrole et du gaz. L'État du Sénégal a intérêt à faire en sorte que, en plus d'une démocratie qui fonctionne et donc qui peut gérer toutes les différences, tous les conflits de façon pacifique, qu'il y ait une société civile dynamique, qui soit là, bruyante, revendicative. Elle a besoin de cette société-là pour pouvoir, évidemment, discuter avec les partenaires qui sont intéressés par les ressources naturelles. Ces partenaires ont besoin de savoir, l'État a besoin de montrer à ses partenaires qu'il ne peut pas tout leur donner. Qu'il avait non seulement une classe politique qui était exigeante, une opposition exigeante, mais qu'il avait également une société civile exigeante et bruyante. Il peut être un levier important dans le cadre des négociations des contrats pétroliers. Mais si l'État perçoit tous ceux qui font du bruit autour du pétrole comme des ennemis, comme des personnes qui empêchent de travailler, évidemment, on se retrouve dans une situation de répression. Parce que soit Adama Gaye ou Guy Marius Sagna, leur particularité, ces derniers temps, ils ont les contrats pétroliers et gaziers. C'est ça. Guy Marius Sagna, tout le monde sait qu'il a été emprisonné de façon abusive. Il n'y avait aucune base légale pour qu'on puisse l'arrêter et le mettre en prison. C'est un forfait, c'est une forfaiture qui l'a conduit en prison. Oui. Qui l'a conduit en prison. Pour des faits qu'on ne peut pas rattacher à Guy Marius Sagna. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que nous, Amnesty, nous l'avions considéré comme quelqu'un qui est victime de détention arbitraire. Donc, il faut que l'État comprenne que opprimer la société civile, opprimer l'opposition, ostraciser l'opposition n'est pas dans son intérêt. Des pays comme le Gabon, comme le Congo, ont eu le pétrole avant le Sénégal. Depuis 50 ans, ils sont dans le pétrole. Ça a servi à quoi? La grande majorité des Congolais et des Gabonais sont toujours dans l'extrême pauvreté. C'est parce que dans ces pays, il n'y a pas une opposition forte, il n'y a pas une société civile forte qui est capable de demander des comptes, qui est capable d'être perçu par les majors comme étant des contre-pouvoirs par rapport à l'État. Donc on a intérêt à encourager tout ça. Donc j'encourage vraiment l'État à se décrisper, à considérer ces activistes non pas comme des insulteurs. Guy Marius d'ailleurs n'a jamais insulté qui que ce soit. C'est quelqu'un qui n'a jamais exercé de violence contre les policiers. Vous avez vu, à chaque fois qu'on doit l'arrêter, il se laisse arrêter en souriant. Donc qu'on puisse persécuter une personne comme cela est inquiétant dans une société démocratique. Et je crois que ce qui est arrivé avec lui n'arrivera plus jamais. Pour ce qui est d'Adama Gaye maintenant, je crois également qu'il y a certes eu des excès dans certains postes qu'il a fait, mais pour autant, fallait-il lui envoyer en prison pour ces excès? Je ne crois pas.
Je crois que le président aurait pu gérer tout cela sans envoyer quelqu'un comme ça en prison et que cela, évidemment, déteigne. Vous savez, le Comité pour la protection des journalistes, Reporters sans frontières, toutes ces organisations très importantes qui sont écoutées au niveau mondial, ont tous demandé à ce qu'ils soient libérés immédiatement et sans condition. Avait-on besoin de cela pour l'image du Sénégal? Je ne crois pas. Oui. Je ne crois pas. Surtout que je suis persuadé aujourd'hui que si on le condamne au Sénégal, ses avocats vont se déporter vers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et que le Sénégal sera obligé de le sortir de prison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement le Sénégal s'est engagé au niveau international et que cette Cour qui est chargée de faire respecter la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a déjà dit pour beaucoup d'autres pays qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour des délits liés à l'honorabilité des personnalités publiques. Donc pour des délits tels que l'offense au chef de l'État, on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison. Et donc la Cour dira exactement ce qu'elle a dit pour ces pays-là et le Sénégal sera obligé de le sortir de prison. Et est-ce qu'on veut arriver à cela? Je ne crois pas. Donc je m'attends et je voudrais vraiment lancer un appel pour que, à l'instar de Guy Marius Sagna qui est sorti, que tout le monde puisse sortir et qu'on s'attaque aux véritables causes justement de ces dérives-là. Les véritables causes de ces dérives, au-delà de l'éducation, c'est l'exemplarité des dirigeants politiques. Toutes ces personnes comme Hassan Diouf, comme Tounkara qui insulte depuis les États-Unis, quand vous écoutez le discours, ce n'est pas toujours beau à écouter, mais quand vous écoutez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que le defna, le modef, c'est ce qu'ils vous disent. Qu'il y a une justice à deux vitesses. On a pris tel, on l'a mis en prison. Tel autre a fait autant. Il a été épinglé par des corps de contrôle de l'État. Il est là parce qu'il est protégé. Ou il est là parce qu'il est le frère du président. Personne ne doit le critiquer. Voilà généralement ce que l'on perçoit dans le discours. Donc, il faut que le dirigeant politique soit exemplaire, il faut qu'il soit juste, n'est-ce pas, dans son discours, dans son comportement, dans ses agissements. S'il ne le fait pas, évidemment, il crée les conditions de dérive. Mais justement, Djiby Diakhaté, est-ce que cette façon de faire des activistes, dire de façon crue ce qu'ils pensent, est-ce que cette façon de communiquer, cette nouvelle forme de communication a les chances de prospérer chez nous? Alors, je crois que tant qu'il y aura un mode de gestion qui se profile tel qu'il est, il y aura toujours des personnes pour dénoncer ce type de gestion. Qu'on les appelle activistes, et moi je ne suis pas toujours d'accord avec le terme activiste, parce qu'on peut y mettre beaucoup de charges négatives. Je crois que c'est des citoyens qui s'engagent, des citoyens qui assument leur citoyenneté et qui considèrent qu'il y a un mode de gestion dans lequel ils ne se retrouvent pas et qui le dénoncent. Donc ce sont des lanceurs d'alerte. Je crois que c'est pour l'essentiel des lanceurs d'alerte. Moi, je crois que nous devons comprendre que nous avons un pays à bâtir, nous avons un pays à construire et que chacun a un rôle à jouer. Nul ne doit être laissé en rade, pour quelque raison que ce soit. Qu'il soit pauvre, qu'il soit handicapé, qu'il soit orphelin, qu'il soit de telle ou telle autre localité, de telle ou telle autre communauté. Nous tous, nous avons un rôle à jouer. Nous avons une pierre à apporter à l'édification de ce pays. Il s'agit de faire en sorte que ce pays-là se développe. Il s'agit de faire en sorte que le progrès se réalise et que le bien-être se réalise pour toutes les composantes de ce pays qui s'appelle le Sénégal. Je crois que c'est possible. Et ça suppose que l'on soit agrippé à des valeurs fortes. Maintenant, lorsque on confie la puissance publique, lorsqu'on confie la gestion des destinées de ce pays à un individu et à un groupe, lorsque ces gens-là posent des actes qui ne sont pas toujours en adéquation avec les attentes de certains, je crois qu'ils ont la possibilité de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je crois que l'ouverture aurait consisté à dire, bon, que même si je suis élu, il y a quand même des gens qui ne sont pas avec moi et qu'en conséquence, je dois tenir compte d'eux. Et heureusement, le président Macky Sall, après son élection, a dit il y a plus de 40% de la population sénégalaise qui n'ont pas voté pour moi. Et qu'ils sont des Sénégalais et que je dois tenir compte de leurs préoccupations. À mon avis, c'est une excellente posture. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a fait? Quel acte on pose de manière à dire je ne suis pas le président des 58% qui m'ont élu, je suis le président de tous les Sénégalais. Et que de ce point de vue-là, il faut que je pose des actes allant dans le sens de mobiliser tous les Sénégalais autour de l'essentiel. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout, mais sur les grands actes forts qui sont posés en termes de
liberté des populations, en termes de défense de la citoyenneté, en termes de développement de la culture démocratique, en termes de justice plus juste. En fait, sur ces éléments forts, il y a possibilité d'avoir un certain nombre de consensus. Je vous assure que dans les pays, chez les pays où on parle d'émergence, que les gens ont réalisé quand même certains consensus sur certains aspects fondamentaux. Bon, sur d'autres aspects, il y a des désaccords, c'est la démocratie qui fonctionne comme ça. Mais ne pas considérer le désaccord comme un acte de haine, mais plutôt comme quelqu'un qui est porteur d'une autre vision et qui pense que si on travaille dans le sens d'aller ensemble vers telle ou telle autre direction, il y aurait possibilité d'améliorer les conditions de vie. Bon, on est en train de parler de dialogue. C'est encore tatillon, il y a encore quelques difficultés, il y a encore quelques problèmes. Sur le principe, sur la philosophie, nous sommes parfaitement d'accord qu'il faut que les gens parlent, il faut que les gens se parlent sur un certain nombre d'aspects, il faut que les gens évaluent ce que nous sommes en train de faire, parce que justement la démocratie, c'est pas seulement des élections. Contrairement à ce que certains peuvent penser. Ce n'est pas seulement des élections. Les élections sont importantes, mais la démocratie, elle est beaucoup plus vaste que les élections. C'est des réflexes. Est-ce que nous avons ces réflexes de respect de l'autre, d'écoute de l'autre, de tenir compte des préoccupations de l'autre, d'intégrer l'autre, de faire en sorte que tout le monde participe, que tout le monde donne son point de vue, d'élargir les espaces de liberté? Ça, c'est des aspects qui sont importants et qu'on doit trouver dans tous les aspects de notre vie au quotidien, dans les lieux de travail, dans les familles, partout. Cette culture démocratique doit fonctionner, sinon on se sera fragilisé et on risque de rester dans des situations où il y a des manifestations réprimées, il y a des gens qui sont envoyés en prison parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'il n'y a pas d'échange, parce qu'il n'y a pas possibilité pour les uns et les autres d'exprimer librement mais avec responsabilité leurs préoccupations et leurs désaccords. Alors, chez nous, on a envoyé des activistes ou bien des lanceurs d'alerte, comme le préfère Dibi Diakhaté, en prison. Et pourtant, Sidi Gassama, ailleurs comme en France, on protège les lanceurs d'alerte sont protégés parce qu'ils sont considérés comme agissant pour l'intérêt général. Votre organisation Amnesty International s'est même saisie de la question de protection des lanceurs d'alerte. Pourquoi? Oui, mais absolument. Vous savez, vous ne pouvez pas lutter contre la corruption, par exemple, dans un pays, si vous n'encouragez pas les lanceurs d'alerte. Dans un pays comme le Nigeria, un lanceur d'alerte ou quelqu'un qui dénonce un acte de corruption, si la corruption est avérée et si l'État récupère de l'argent, une partie est donnée au lanceur d'alerte qui a permis à l'État de rentrer dans ses fonds. Donc le lanceur d'alerte ne doit pas être perçu, en tout cas en démocratie, le lanceur d'alerte n'est jamais perçu comme quelqu'un qui soit un ennemi du parti au pouvoir, quelqu'un qu'il faut abattre, qu'il faut dénigrer à longueur de journée. Ça ne se passe pas comme ça. Toutes les ONG que vous avez dans tous les grands pays occidentaux, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, et je ne dis pas qu'il faut le faire au Sénégal, parce que l'état de notre économie peut-être ne le permet pas. Mais dans ces pays, si le professeur Dibi Diakhaté choisit aujourd'hui, va déclarer ses impôts, l'État lui donne le pouvoir de donner jusqu'à un certain pourcentage de ses impôts à une ONG de la société civile pour soutenir son travail. Parce que les ONG sont considérées comme des organisations d'utilité publique. Ici, malheureusement, on les perçoit comme des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui fouillent un peu trop la gestion, souvent opaque, n'est-ce pas, des différentes administrations. Donc, des ennemis qu'il faut tenir à l'écart. Ce n'est pas d'ailleurs le rôle unique des lanceurs d'alerte, mais aussi des journalistes. Oui. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'ils refusent d'adopter une loi sur l'accès à l'information au Sénégal. Oui. Hein? Aujourd'hui, si on vous donne vous recevez une information sur un acte de malversation dans un ministère, et que vous alliez, n'est-ce pas, poser des questions pour vérifier cette information-là, vous n'allez jamais obtenir l'information que vous voulez. Alors, donc, il faut que l'État comprenne qu'on ne peut pas se prévaloir de la qualité d'un État démocratique si on n'encourage pas, à côté de la société politique, le développement d'une société civile forte, le développement d'une presse forte et indépendante. Ce sont l'ensemble de ces contre-pouvoirs qui peuvent aider le gouvernement, en tout cas ceux qui exercent le pouvoir, à l'exercer
dans l'intérêt du peuple. Parce que comme l'a dit le professeur Diakhaté, reprenant Montesquieu, tout pouvoir, tout détenteur de pouvoir a tendance à en abuser. Et qu'il faut des contre-pouvoirs. Ça peut être des contre-pouvoirs institutionnels, comme la justice, l'Assemblée nationale. Ça peut être des contre-pouvoirs non institutionnels, comme la presse, comme la société civile, qui sont là, qui évidemment observent et qui, chaque fois que des dérives sont observées, puissent évidemment élever la voix, attirer l'attention, dénoncer. Et est-ce qu'aujourd'hui, Djiby Diakhaté, les activistes ou les lanceurs d'alerte sont-ils des alliés de la démocratie ou sont-ils des ennemis de la démocratie? Je crois qu'ils sont plutôt des alliés de la démocratie. Depuis la charte de Kourougan-Fougan, on l'oublie très souvent, on a protégé les porteurs de parole. La charte de Kourougan-Fougan, déjà entre le XIIe et le XIIIe siècle, dit que le porteur de parole, puisqu'il parle en public, il est quelqu'un qui est important pour la communauté. Il joue un rôle en termes de réalisation d'une vie sociale, d'une vie communautaire cohérente, équilibrée et pacifique. Donc il doit être protégé. Il peut se tromper. Et même quand il se trompe, alors il bénéficie de circonstances atténuantes. La charte de Kourougan-Fougan. Vous regardez bien chez nous. Quand votre enfant a un problème avec l'enfant du griot, quelle que soit la nature du problème, le papa de l'enfant du griot vient chez vous et dit que votre enfant a eu des problèmes avec mon enfant. Non seulement vous vous excusez, parce que c'est l'enfant du griot, mais vous lui donnez des habits ou de l'argent pour dire que nous avons fauté en nous attaquant à vous parce que vous êtes les porteurs de parole. Vous devez être protégés. Donc c'est un élément excessivement important. Donc je crois que de ce point de vue-là, ils sont au contraire des éléments qui sont excessivement importants pour la démocratie. Dans une démocratie, quand il n'y a pas possibilité d'exprimer un désaccord, de faire des manifestations, d'aller à contre-courant de certains actes qui sont posés par les gouvernants, il n'y a pas de démocratie. Il faut bien le comprendre. Alors, vous avez beau mettre à la disposition des populations toutes les richesses possibles et imaginables. Si elles ne sont pas libres, mais ça ne vaut rien du tout. Je veux dire, c'est bon d'avoir des infrastructures, de créer des choses, etc. Mais je crois qu'un élément plus important, c'est cette liberté des citoyens. Que les citoyens se rendent compte qu'ils ont un espace de liberté qui est suffisant pour être dans une posture de bien-être et de progrès. C'est excessivement important. Et ça, c'est même bon pour le pays. Je veux dire que quand vous confisquez les libertés, mais vous confisquez la créativité. Et s'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de modernisation, il n'y a pas d'avancée significative dans tous les domaines. Dans le domaine de la formation, de l'information, etc. Donc, c'est la liberté qui permet le développement de l'art, de la science, etc. C'est des éléments qui sont excessivement importants. Et donc, je crois que ces lanceurs d'alerte, de ce point de vue-là, sont non seulement importants pour la démocratie, mais ils sont indispensables, simplement, pour le progrès collectif, pour le progrès de la société. Et pourtant, Seydi Gassama, ces lanceurs d'alerte sont souvent considérés comme ceux qui défient les pouvoirs publics. Oui, c'est malheureusement le cas dans beaucoup d'États en Afrique. Je crois que cela tient simplement à l'état de notre démocratie, à l'esprit démocratique de ceux qui nous dirigent. C'est pas tout le temps comme ça. On a connu quand même des moments fastes en matière de relations entre la société civile et les gouvernants. Mais chaque fois qu'il y a des enjeux électoraux qui approchent, ça se raidit. Chaque fois qu'on discute autour des questions de bonne gouvernance, il y a un raidissement. Je crois qu'à la longue, tout le monde va pouvoir s'habituer au rôle de la société civile, si évidemment nous continuons à faire preuve de courage et de détermination. Le problème, c'est de ne pas prêter le flanc, le problème, c'est de ne pas évidemment flancher. Je pense qu'il faut continuer à résister à toutes ces pressions-là et à continuer à dénoncer tous les actes de malgouvernance, mais aussi à reconnaître lorsque c'est bien fait. On pense que souvent on ne reconnaît pas lorsque l'État fait des choses bien, mais comme je dis, la presse ne s'intéresse pas. D'ailleurs, dans ce pays, dès que quelqu'un de la société civile dit du bien de l'État, on vous dit tout de suite c'est comment? C'est Tchompal, en Wolof. Est-ce qu'on t'a pardonné quelque chose? Vous voyez. Donc, il faut qu'on continue à jouer ce rôle de vigie et que ceux qui sont au pouvoir sachent que ces espaces de liberté, c'est la loi sénégalaise qui nous les donne.
que nous devons les exercer pour le bien du pays. Je rappelle souvent aux tenants du pouvoir actuel que Amnesty, par exemple, a été reconnu au Sénégal depuis 1980. En 1980, Macky était encore au lycée à Kaolack. Donc, ce n'est pas eux qui nous ont donné, parce qu'ils disent souvent, il faut renvoyer Amnesty. Amnesty est là quand même depuis 1980, reconnu officiellement, est présent depuis le début des années 70. Beaucoup de combats dans ces pays pour l'amélioration des droits et libertés, nous les menons. Parfois dans la discrétion, parce que vous savez, un homme politique, lorsque vous travaillez avec lui et qu'il y a des réalisations, lui, il est dans la communication, dans la séduction. Vous ne pouvez pas vous mettre devant les médias et dire « je suis également auteur de telle ou telle réalisation ». Vous le laissez en tirer les profits, les bénéfices, communiquer autour. Mais les ONG, que ce soit Amnesty ou la RADDHO ou l'ONDH, ont joué un rôle extrêmement important pour les progrès que nous connaissons aujourd'hui en matière de droits et libertés, en matière de démocratie. Malheureusement, beaucoup dans la jeune génération ne connaissaient pas ces combats. Ils pensent que tout a commencé avec Macky Sall depuis 2012, ou tout a commencé dans le combat contre Abdoulaye Wade. Alors que le combat quand même qui a permis au Sénégal d'être là aujourd'hui, sur le plan démocratique, a démarré depuis très longtemps. Et je le dis souvent, parfois lorsque le pays est dans des périodes troubles, on a besoin d'entendre d'autres voix. Des gens comme Landing Savané, on ne l'entend pas. Oui. Des gens comme Abdoulaye Bathily, on ne les entend pas. Voilà des gens qui ont quand même fait la prison. De Croix, on l'entend beaucoup, il est dans les réseaux sociaux. Mais on a besoin d'entendre ces personnes qui ont payé de leur liberté, qui ont souffert dans leur chair pour qu'aujourd'hui on ait dans ce pays ces espaces de liberté. Donc Macky Sall a bénéficié pour être aujourd'hui au pouvoir et donc nous bénéficions pour faire notre travail. Donc ce n'est pas une faveur que Macky Sall nous accorde de pouvoir faire notre travail en toute liberté dans ce pays. C'est liberté que nous avons et le fruit d'un combat qui a été mené depuis les années 60. Absolument. Et qui a permis à Macky Sall aujourd'hui d'être au pouvoir. Alors aujourd'hui que la démocratie en Afrique pour son grade, pas seulement au Sénégal mais un peu partout en Afrique. Est-ce que Dibi Diakhaté, les lanceurs d'alerte ou même les activistes peuvent réinventer la démocratie? Je crois que maintenant, derrière, il faut qu'il y ait un travail de construction qu'il faut continuer à établir. Je vous ai dit tantôt que la démocratie, elle n'est jamais une œuvre parfaite, réalisée, des acquis établis. C'est une action à entretenir, à améliorer, à mener au quotidien. Et je crois que ces lanceurs d'alerte, je préfère ce terme-là à activistes, ces citoyens engagés, posent des actes qui sont très forts. Maintenant, derrière, la récupération sur le plan doctrinal consiste maintenant à partir de là, les intégrer, revoir notre texte, revoir nos idéologies, revoir nos règlements, revoir nos façons de fonctionner. Et c'est comme ça seulement qu'on peut s'améliorer au quotidien. Donc je crois qu'il nous titille. C'est une façon de nous interroger, de nous questionner. Et nous dire, vous croyez que même que vous avez établi des consensus à tel ou tel autre niveau, ces consensus sont-ils des consensus de progrès? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'attenter à la liberté d'autres segments de la population? Des fois, je vous assure, il y a des segments de la population que nous avons tendance à oublier. Nous croyons que ça va pour eux, alors qu'ils vivent un véritable malaise. Ils sont même des fois dans les quartiers dits UP et qui vivent dans des malaises. On les oublie. Des fois, les oubliés ne sont pas ceux-là que l'on pense être oubliés. Il faut bien le savoir, que dans ces milieux, on trouve des problèmes. D'accord, et c'est difficile. Ils sont partout. Et donc, je crois que c'est important d'écouter ces lanceurs d'alerte, le discours qu'ils lancent, et comment utiliser ce discours pour interroger nos systèmes, absolument, pour interroger le dispositif doctrinal que nous avons mis en place, pour l'améliorer, pour aller toujours dans le sens du progrès des populations. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont leur challenge propre. C'est plutôt le numérique. Ils sont ouverts au monde, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres préoccupations. Ce n'est pas les mêmes préoccupations que c'est dit à un certain âge. Donc, comment tenir compte de ces changements qui sont en train de se produire dans le monde entier et par rapport auxquels nous sommes obligés de nous ajuster
susciter. Alors c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir et je crois que ces lanceurs d'alerte, on a parlé de Facebook avec certains, on a parlé d'utilisation de l'instrument digital, etc. Donc comment ces éléments-là aujourd'hui nous questionnent, nous interrogent et doivent nous pousser à changer ce que nous sommes en train de faire, mais encore une fois dans le sens d'assurer beaucoup plus de liberté et de bien-être aux populations. Nous sommes au terme de cette émission. Djiby Diakhaté, les Lions en phase finale de l'Afro-Basket. Quel est votre mot, votre message à l'endroit des Lions? Je crois qu'il faut d'abord saluer cette effervescence populaire, communautaire autour de cette affaire. Ce n'était pas évident pour une première compétition organisée à Dakar Arena, donc assez loin quand même de Dakar, et qu'on voit que les gens sont venus de partout pour appuyer les Lions. C'est une excellente chose. Deuxième chose, je crois qu'on a vu de la part de ces Lions un engagement sans précédent. Quand vous regardez le match d'hier, cette remontada qui a été établie par les Lions, ça montre évidemment qu'il y a de l'engagement, qu'il y a de l'envie. Maintenant, le souhait, c'est que le Sénégal remporte la coupe, mais qu'à l'arrivée, on se rend compte que c'est un jeu. Oui, un des problèmes que nous avons avec notre sport, c'est que finalement, on oublie que le sport doit nous rapprocher et non pas nous diviser. Voilà, c'est un jeu. Seydi? Oui, moi je voudrais juste dire que j'ai été quand même... le professeur a parlé tout à l'heure des couches sociales qui sont oubliées. J'ai été particulièrement attristé par un événement qui est survenu le jour de la Tabaski. Ce sont ces deux jeunes talibés qui à Kaffrine ont été obligés d'aller mendier. Donc pendant que nous faisions la fête, quelque part des jeunes musulmans, des enfants musulmans, n'avaient pas à manger et devaient aller mendier. Et en allant mendier, ils se sont noyés dans une mare dans la région de Kaffrine. Je crois que ce sont là des questions parfaitement dérangeantes que nous avons besoin de rappeler tout le temps à la société. Et généralement, lorsque moi, j'élève la voix par rapport à ces questions, des maîtres coraniques répondent en disant qu'ils s'attaquent à l'islam, à l'enseignement coranique. Personne dans ces pays n'est contre l'enseignement coranique et l'enseignement islamique. Et je n'ai peut-être pas fait les daras comme ces jeunes, mais j'ai quand même fait l'école coranique. Je suis musulman, je suis partisan de l'enseignement religieux, mais il faut que l'État et les maîtres coraniques sachent que ça ne peut plus continuer à se faire comme ça se fait actuellement. Je voudrais aussi terminer en souhaitant bonne chance aux Lions. Je pense qu'on n'a pas eu la chance d'avoir la Coupe d'Afrique des Nations du football. Les Lions, par une victoire éclatante aujourd'hui, contribuerait à nous donner cette joie dont on a besoin en tant que peuple. Parce que les victoires sportives, quand même, contribuent à l'unité d'une nation. Absolument. Merci à nos invités, Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International, et au professeur Djiby Diakhaté, enseignant-chercheur à l'UCAD, sociologue également. Et surtout, bonne chance à nos Lions du basket.